Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. On va continuer l'exploration du Moyen-Âge et notamment des rois capétiens. Vous savez qu'on est dans un long chapitre qui s'appelle l'affermissement de l'État royal. Je vous ai déjà parlé du roi Philippe Auguste. Nous allons nous arrêter un peu sous Paris, capitale des rois capétiens. Pour vous parler de Paris, capitale, je vais laisser la parole à quelqu'un de plus savant que moi, à Paul Biorot, qui est guide conférencier pour la ville de Paris. Il est impératif que pour suivre cette petite conférence, vous ayez devant les yeux votre livre ouvert, page 118 et page 119. Merci, à bientôt. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite conférence et un cas d'étude sur votre livre, page 118-119, sur le sujet Paris, capitale du Royaume de France. Alors, pourquoi Paris est-elle capitale et comment Paris va-t-elle devenir capitale? Nous allons pour cela développer 3 axes de réflexion. Le premier, c'est historique. Paris, c'est une ville qui est associée à Clovis. D'ailleurs, on pense que ce nom date un petit peu du début du Moyen-Âge, puisqu'à l'origine, Paris s'appelait à l'Antiquité Lutèce, et le nom proviendrait des Parisis, les premières tribus celtes, les Gaulois qui étaient installés le long de la Seine. Le nom de Paris va ressurgir à cette période de la fin de l'Antiquité, et donc on a cette tradition issue du monde franc. Paris, bien sûr, est associé à une région qu'on appelle la Neustrie, qui est la base même du royaume de France. Ensuite, Paris, c'est une ville qui va croître de par sa puissance économique. On pense à peu près au XIVe siècle que Paris, c'est 200 000 habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée d'Europe. Et d'où vient sa puissance démographique et économique? C'est notamment de par son grand fleuve qu'on appelle la Seine. À Paris, vous avez une très puissante confédération, une très puissante communauté qu'on appelle les nautes, les navigateurs de la Seine. Ce sont des bourgeois, des marchands qui se sont enrichis grâce au commerce fluvial. Donc Paris, c'est avant tout une grande puissance économique, notamment à cette époque. Et au XIIe siècle, cela va devenir la résidence royale, avec notamment, on peut le voir sur le plan, l'île de la Cité et le palais du roi. Donc le roi Philippe Auguste va s'installer à Paris. Alors si on regarde ce plan, on remarque que la ville se développe sur 3 axes. Le sud, donc que l'on appelle la rive gauche, puisque située à gauche de la Seine, vous retrouvez le mot université. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le quartier latin, qui correspond au 5e arrondissement. Pourquoi? Puisque progressivement, notamment au milieu du XIIIe siècle, vous avez les écoles et universités qui vont s'installer dans cet espace, avec, vous pouvez le voir, en violet ici, la Sorbonne. La Sorbonne, dont le nom provient de Robert de Sorbon, qui était chapelain du roi Louis IX, le Saint-Louis, et donc l'université vient de là, et c'est d'ailleurs la plus vieille université de France. Donc la rive gauche associée aux écoles et universités et aux lieux d'enseignement. L'île de la Cité, avec cette évocation du centre, c'est le cœur de la ville et le cœur politique. C'est d'ailleurs toujours le cas à Paris. Si vous allez devant Notre-Dame, vous verrez à l'heure actuelle ce qu'on appelle le point zéro des routes de France. C'est situé sur le parvis de Notre-Dame et c'est le centre de la ville. Pourquoi le centre? Parce que au début du Moyen-Âge, les Parisiens vont se regrouper sur une île plus facile à défendre, face notamment aux invasions barbares, et donc l'île de la Cité va progressivement devenir le cœur politique de la ville, avec l'installation des rois de France. Cela deviendra ensuite le cœur spirituel, avec Notre-Dame, dont la première pierre a été posée en 1163, et le cœur judiciaire aussi, avec le Grand Palais de Justice. Quant à la rive droite, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur économique de la ville, avec plusieurs zones assez intéressantes. La première, c'est ce que l'on appelle notamment la place de Grève. Qu'est-ce que la place de Grève? C'est une place de petits graviers où les navires, passant par la Seine, vont ici décharger leurs marchandises. C'est ici que les Parisiens font grève, du lundi au samedi. Qu'est-ce que faire grève? Faire grève, c'est attendre sur cette place pour aller trouver du travail. En gros, ce serait comme à l'heure actuelle,
allait en mission d'intérim. C'est-à-dire les Parisiens qui n'avaient pas de travail attendaient sur cette place et étaient embauchés à la journée. C'est d'ailleurs là d'où vient l'expression faire grève. Le dimanche, cette place se transformait en place des exécutions. Vous pouvez voir tout autour différents noms de rues. Rue de la Ferronnerie, rue de la Tonnellerie notamment. Et bien sur la rive droite, vous avez pas mal de rues qui sont associées aux différents corps de métier. Aussi, si par exemple vous étiez boucher, vous aviez le quartier des bouchers, avec notamment un quartier qu'on appelait Saint-Jacques de la Boucherie. Si vous étiez ferronnier, vous alliez rue de la Ferronnerie. Vous pouvez voir aussi bien sûr les halles. Les halles qui existent déjà à cette époque, depuis environ le XIIe siècle, qui sont des espaces associés au commerce, aux marchands. Et juste à côté, vous avez un grand cimetière qu'on appelle le cimetière des Innocents. Les morts et les vivants se mélangent au sein de cet espace. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, Paris est entouré d'un mur d'enceinte. Un mur qui fait 5,1 km de long, sur une moyenne à peu près de 8 mètres de haut, entouré de 77 tours d'enceinte. Paris est une ville qui va se fortifier à la fin du XIIe siècle, toujours sous l'impulsion du roi Philippe Auguste. Parce que le roi Philippe Auguste est en guerre notamment avec le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, et ensuite son frère Jean Santerre. Et donc, anticipant une invasion anglaise, le roi va décider de faire fortifier la ville afin de la protéger des invasions. Vous pouvez voir aussi, à votre gauche, la forteresse du Louvre. Qu'est-ce que le Louvre? À l'origine, c'est une forteresse médiévale avec un donjon central de 30 mètres de haut, 4 tours d'enceinte qui avaient pour but de protéger la partie occidentale, donc l'ouest de Paris. Pourquoi? Parce que si vous suivez le tracé de la Seine, à l'ouest, vous avez bien sûr la Normandie. Et la Normandie, historiquement, le duché de Normandie appartenait au roi d'Angleterre. Donc l'origine même du Louvre, dont vous pouvez voir d'ailleurs les restes si un jour vous visitez notamment la partie antique, la partie égyptienne du musée, à l'origine c'est une forteresse qui a pour but de protéger Paris des invasions. Notez aussi le Châtelet. Alors le Châtelet maintenant est célèbre notamment pour sa place du Châtelet. À l'origine, le Châtelet, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est une petite forteresse qui protège l'accès à l'île de la Cité. Et oui, il faut protéger la demeure du roi. Et oui, il peut protéger des attaques, des invasions, mais aussi, par moments, des Parisiens. Le Châtelet qui va aussi devenir, au fil du temps, une prison. Et donc dans Châtelet, on a le mot petit château. Voilà, donc c'est pour ça l'origine du mot Châtelet. Vous pouvez voir aussi que Paris est délimité par plusieurs portes. Donc on entre Paris par différentes portes. La porte Saint-Honoré, la porte Saint-Denis, la porte Saint-Martin ou la porte Saint-Antoine par exemple. Et c'est pour cela que derrière les portes, vous avez ce qu'on appelle les faubourgs. Les faubourgs, ce sont les ancêtres de ce qu'on appellerait maintenant la banlieue. Bourg, la ville, ce qui a donné le mot bourgeois par exemple, et faubourg, qui n'est pas dans la ville, donc à l'extérieur de la ville. C'est pour ça qu'à Paris, vous avez par exemple la rue du faubourg Saint-Antoine, la rue du faubourg Saint-Honoré, ou encore la rue du faubourg Saint-Denis. Intéressons-nous maintenant à notre illustration, donc document 1, le palais de la Cité vu du sud. Alors ce palais, il existe toujours, on l'appelle à l'heure actuelle la conciergerie. Alors qu'est-ce que la conciergerie? La conciergerie maintenant c'est un musée notamment sur la Révolution française, qui est associé notamment à Marie-Antoinette, puisque la reine y a passé ses derniers jours avant d'être guillotinée place de la Concorde. C'est aussi le grand palais de justice de Paris, et donc vous pouvez par moment visiter certaines parties de ce grand bâtiment. Alors on l'appelle la conciergerie puisque au milieu du XIVe siècle, on a le roi qui pour le coup va quitter le centre de Paris et laisser les clés du palais à un concierge. Le roi se méfiait des Parisiens et donc pour cela, il va décider de quitter l'île de la Cité. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs bâtiments qui se démarquent de l'ensemble. Alors vous avez notamment bâtiment numéro 5, ce qu'on appelle la Sainte-Chapelle. Qu'est-ce que la Sainte-Chapelle? La Sainte-Chapelle, c'est ce qu'on appelle un reliquaire. C'est un endroit construit sous l'impulsion du roi Saint-Louis pour contenir les reliques de la Passion du Christ. Selon une légende, le roi Saint-Louis aurait acquis auprès d'un empereur byzantin, Baudouin II, la couronne d'épines et un morceau de la Sainte Croix. Et donc pour cela, il va faire appel à ses grands architectes, notamment Pierre de Montreuil ou Jean de Chelles, pour faire construire un bâtiment spécifiquement afin de contenir ces reliques. Ces reliques étaient depuis Napoléon gardées à Notre-Dame et depuis l'incendie sont maintenant gardées au Louvre. Mais donc vous avez ce bâtiment qui existe toujours, la Sainte-Chapelle, que vous pouvez visiter. Vous avez aussi plusieurs tours qui constituent ce palais.
Vous avez notamment une tour qu'on appelle la tour de l'horloge, qui se trouve être la plus vieille horloge de Paris, construite sous le roi Charles V, le premier roi à avoir quitté le palais, et donc cette horloge marquait un petit peu le temps, la présence du roi à Paris. Bon bah voilà, je ne sais pas si comment nous pouvons continuer un petit peu cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des remarques, on pourra peut-être faire une petite séance de questions-réponses, et je vais vous laisser peut-être la parole à Sylvain Biorot pour continuer ce cours ou pour terminer cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage et une bonne journée. Bien, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions par mail, je les ferai transmettre à Paul Biorot. Merci, à bientôt.